Bonjour tout le monde, bienvenue à Ashford, bienvenue dans mon champ expérimental. Alors aujourd'hui j'ai un invité spécial, mon collègue consultant agro-industriel comme moi, qui est venu depuis Bordeaux pour venir voir effectivement ce que j'ai fait ici, dans mon petit champ expérimental. Alors Gabriel, tu as eu le temps de visiter ce petit champ expérimental. Quelles sont, déjà bienvenue, et quelles sont tes impressions pour ce que tu as vu depuis côté là? Bah écoute, je suis vraiment très impressionné par la quantité de choses que tu arrives à cultiver dans un aussi petit espace, et surtout que tu arrives à cultiver et à faire pousser les choses de manière aussi bonne et aussi forte. Et surtout, je vois qu'il y a pas mal de petits sacs, il y a pas mal de petits bacs, etc. Alors, quelles sont les techniques que tu utilises? Ben, ici, essentiellement, l'agriculture que je pratique, c'est de l'agriculture de conservation. Alors, il y a plusieurs technologies que j'utilise ici. Il y a l'osaille, il y a les principes de l'agriculture de conservation, il y a quelques touches de l'agriculture hollandaise, parce que, comme tu sais, les Hollandais pratiquent l'agriculture de précision, où ils parviennent à faire, à doubler les rendements avec la moitié, avec moins d'intrants par rapport à les pairs européens. Donc, j'ai eu à tricher dans beaucoup de techniques ci et là. Ben, tu es consultant agro-industriel comme moi, tu as fait pratiquement le tour du monde comme moi. Et moi, avec un penchant agricole, à chaque fois que j'allais dans des pays, j'essayais de voir qu'est-ce qui était de mieux, qu'est-ce qu'on faisait de mieux dans ces pays-là. Et c'est tout, effectivement, ce cocktail-là que j'ai pu mettre en place pour pouvoir arriver à ce que tu vois aujourd'hui ici. Très impressionnant, c'est très impressionnant. Et alors, qu'est-ce qu'on attend pour faire la même chose en Afrique? Ben, écoute, ça c'est une très belle question. C'est une très belle question. Surtout qu'aujourd'hui, l'Afrique fait face à des véritables challenges. L'Afrique fait face à l'impact du changement climatique frappe l'Afrique avec une rudeur plus que dans d'autres continents. Et l'Afrique a besoin effectivement de ce type d'agriculture où effectivement on peut faire de l'agriculture avec très peu d'eau, avec très peu d'intrants, et on peut pouvoir doubler les rendements. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Si je vois très bien, en Afrique, près de 70% de la population fait de l'agriculture. Seulement cette agriculture-là n'est pas assez, les rendements ne sont pas assez abondants pour pouvoir nourrir ne serait-ce que les agriculteurs. Parce que les rendements sont très bas, les techniques sont encore archaïques ou bien inadéquates par rapport au changement climatique qui arrive. Ils auront effectivement besoin qu'on mette à leur disposition des techniques dont tu vois ici, c'est-à-dire de l'agriculture de conservation intense, parce que nous sommes ici sur 40 mètres carrés, mais ce que je produis sur ces 40 mètres carrés est l'équivalent de ce qu'un agriculteur en Afrique peut faire sur 1 hectare. Voilà. Donc, il va falloir donc mettre à la disposition ces techniques-là pour qu'ils puissent doubler, tripler les rendements avec très peu d'intrants. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de la nature du sol en Afrique? Parce qu'ici, on est en Angleterre, on a un sol qui est très riche, on le voit, de toute façon, c'est un sol qui est tout noir. Il y a pas mal d'eau, même s'il y a eu de la canicule quand même pendant 3 semaines. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est en Afrique? Quel est le type de terre qu'on trouve? Alors, ça dépend de là où on se trouve en Afrique. Si vous êtes dans les zones forestières, les zones forestières sont très riches. Si vous êtes dans les zones sahéliennes, elles sont effectivement plus ou moins pauvres. Et il faut le dire, les paysans en Afrique cultivent sur les mêmes terres pendant des années. Ce qui fait que ces terres-là sont appauvries. Voilà. Donc, si vous voyez ici chez moi, la terre est noire. Quand je suis arrivé ici il y a quelques années, la terre n'était pas noire. Hein. C'est tout un travail qui a été mis pour pouvoir transformer ce sol aujourd'hui que vous voyez en terre noire. Voilà. C'est, comme je dis, le principe de l'agriculture de conservation. Donc,
Le sol que vous voyez ici, je ne l'ai pas tourné, ça fait 3 ou 4 ans. J'ai apporté beaucoup de matière organique, Ouais. ok? Et c'est tout, c'est tout ça qui fait que cette terre-là, j'apporte de la vie. Hein? Si tu ouvres, si tu pioches dans un bout de terre ici, il y a des centaines de vers de terre. Et d'autres micro-organismes qui travaillent ardemment pour transformer ce sol-là, pour donner la vie au sol, parce que l'essentiel, c'est de nourrir le sol. Et une fois que le sol a de la vie, ce sol-là parvient à nourrir les plantes que tu vois. Mais ça me rappelle, ce que tu dis, ça me rappelle toute la structure agro-pastorale qu'il y a en France, par exemple, au sud de Bordeaux, où le sol est très très pauvre, mais en fait qui est enrichi par l'élevage de chèvres et l'élevage de moutons qui permettent de fertiliser les sols et qui permettent de faire pousser des cultures qui sinon ne pousseraient pas. Et donc c'est clair que là c'est très luxuriant. Je ne sais pas si on voit déjà certains maïs derrière, ou là-bas le sorgho, ou les oignons, etc. C'est vraiment très impressionnant. Oui, au passage, si vous avez vu une de mes vidéos dans le passé où je suis allé mesurer la taille du maïs qui faisait pratiquement 5 mètres, ben, c'était chez Gabriel, et les graines sont parties effectivement de ce champ. Alors ici, nous n'avons pas la même exposition, ou bien le même ensoleillement que le sud de la France. Mes plantes arrivent au maximum à 3 mètres, dans les meilleurs des cas. Gabriel, a pu, avec ces graines-là, atteindre 5 mètres. Et je pense qu'en Afrique, avec l'ensoleillement et les bonnes techniques, on pourrait atteindre facilement les 6, les 7 ou bien les 8 mètres de longueur. Donc, c'est un travail qu'il faut mettre en place. Il faut faire de la transition, et ça prend du temps. Et il va falloir qu'on commence à le faire maintenant. Gabriel, tu sais très bien comment est-ce qu'aujourd'hui, en France, c'est un grand débat. Avec, par exemple, l'arrivée de la loi du plomb qui déchire l'agriculture française, où il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, parce qu'on se dit, avec le changement climatique qui arrive, il va falloir adopter des techniques qui vont permettre aux agriculteurs de produire plus et mieux. Et effectivement, certains ils pensent que il y a des barrières, des contraintes. Voilà, il faut utiliser des agrotoxiques pour produire plus. Mais sauf que on connaît aujourd'hui les limites des produits, les fertilisants fossiles. Certes, ils viennent vous donner un rendement rapide, mais à long terme, ils finissent par tuer le sol. Et puis ce que tu fais chez toi et ce que je fais chez moi dans mon champ expérimental, c'est la preuve que on n'a pas besoin d'engrais. Ce genre de ressources, ça marche, ça Voilà. marche très bien. Le fumier, Exactement. ça marche très bien. Exactement. La fertilisation naturelle, ça marche très bien. Le désherbage manuel, ça marche très bien. Et c'est possible, et c'est à la portée de tout le monde. Non, et c'est ça le cœur du sujet, c'est que les fertilisants, par exemple en Afrique, sont hors de portée du paysan lambda. Très cher, c'est très très cher. Extrêmement cher. Par contre, ce qui est fait ici est à la portée de tous. Chacun en Afrique peut effectivement mettre en place les techniques que j'ai fait ici. Oui, parce qu'en Afrique, on fait du bio sans qu'on appelle ça bio. Exactement. Sans la certification bio, oui, ça c'est clair. Les gens n'ont pas accès aux pesticides, les gens n'ont pas accès aux fertilisants. Mais sauf qu'effectivement, il faut améliorer, il faut associer l'élevage à cette agriculture-là. Il faut les amener des techniques qui les permettent comme je disais tout à l'heure, de doubler, de tripler les rendements avec très peu d'intrants. Et surtout, réduire la dépendance aux pluies. Parce que aujourd'hui, vous avez les pluies qui arrivent quand on ne veut pas, et les pluies n'arrivent pas au moment où on les veut le plus. Oui, bien sûr. Et c'est ça le gros désastre avec le changement climatique. Vous savez, le climat a été
pendant les 10 000 dernières années stable, ce qui a permis à l'homme de faire de l'agriculture. Et depuis 2020, le climat est entré dans sa phase d'instabilité. Et plus on avance, plus c'est comme une voiture qui descend d'une colline ou d'une pente, elle va prendre de la vitesse. Et si on ne met pas en place les mesures d'adaptation maintenant, on va être contraint plus tard. Et c'est là où ça va être fait très mal, parce qu'on va se retrouver à un moment donné où l'agriculture totalement Tout à fait. aura échoué. Tout à fait, tout à fait. Et c'est le cas notamment en France, ou dans le sud-ouest, on a eu 32 jours où les températures ont été supérieures à 40 degrés, et c'est autant que ce qui s'est passé dans les 50 dernières années. Ben voilà. C'est énorme. Et tu sais que la France a pris une des lois, et d'abord, c'est le premier pays qui a fait passer une loi sur le changement climatique, qui envisage la France à 3 à 2,5 degrés d'ici 2050. Et la France est leader dans ce process-là. Elle se projette déjà sur qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce que la France sera d'ici 2050. Et les gens, on le voit aujourd'hui. Moi, par exemple, qui a l'opportunité de traverser la France de fond en comble, pour la première fois en 8 ans, j'ai vu des pompes d'irrigation sorties dans le nord de la France en fin avril, début mai. C'est incroyable de voir ça. C'est sûr, pour le nord de la France, où il pleut tout le temps. Ah ben oui. C'est une preuve effectivement qu'il y a des choses qui se passent. Tu es aujourd'hui en Angleterre, tu es là en mission en Angleterre, tu pourras voir qu'aujourd'hui dans le Kent, que les cultures les plus avancées, qui sont les plus faites aujourd'hui, c'est les vignes. Alors il y a 10-15 ans, on ne parlait pas de vignes en Angleterre, parce que le climat effectivement c'est adouci. Ouais. C'est adouci. Tout à fait. Voilà. Et de votre côté de Bordeaux, tu as vu comment effectivement on arrache les vignes à cause de la canicule. Dans le sud, Perpignan, Carcassonne, Montpellier, on arrache les vignes parce qu'effectivement le changement climatique s'est fait. C'est vrai, c'est en Angleterre que les maisons de champagne achètent des terrains pour prévoir ce qui va venir dans 5 ou 10 ans. Le champagne va devenir anglais. Oui, quelqu'un disait, effectivement, ça c'est notre cher ami Michel Barnier, dans son livre Qui va nourrir le monde d'ici 2050, on le dit bien, que le sud de la France, d'ici 2050, aura la même température que le sud de l'Espagne. Et le nord de la France aura la même température que la température de Perpignan, de Bordeaux. Donc c'est significatif. Il va falloir mettre en place une agriculture qui va être une riposte à ce changement climatique-là. Sinon, l'agriculture peut totalement échouer. Ça, c'est sûr. Mais il faut prévoir, il faut avoir une vision à long terme. Parce que si on réfléchit juste à ce qui se passe dans 5 ans déjà, c'est pas suffisant. Il faut comprendre que les cultures dans certains bassins vont changer. Il faut comprendre que les choses doivent évoluer, les techniques doivent évoluer. Oui, et il faudra que les politiques, là on revient en Afrique, il faudra que les politiques agricoles en Afrique prennent ça en considération. Ça c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, on se cache derrière les importations pour pouvoir arrondir nos besoins alimentaires, pour pouvoir maintenir une sécurité alimentaire fictive. Il faut savoir que lorsque, au pic des choses, les pays exportateurs ne seront plus en position de le faire. Oui, ça c'est sûr. Ah oui, nous avons vu le cas avec l'Inde, où les 2 dernières années, ils ont à plusieurs reprises arrêté les exportations du sucre ou bien du riz. C'est significatif. Du riz, oui. Quand vous prenez un pays comme le Cameroun, les statistiques montrent que entre 2013 et 2022, le pays
a claqué 3 000 milliards de francs CFA dans les importations. C'est inimaginable. Si on avait mis seulement la moitié de cet argent-là dans le développement agricole, en y mettant effectivement de la manufacture agricole, en y mettant des techniques comme telles qu'ici, je pense qu'on aura au minimum doublé ou bien triplé les rendements agricoles au Cameroun. Mais c'est là où c'est vraiment notre rôle après de conseil, de formation, d'éducation, parce qu'en fait c'est toujours essayer de voir plus loin que Exactement, ce qui se passe la saison prochaine. Exactement, et c'est exactement. ça le plus difficile. Ben, il va falloir que les politiques s'y prêtent à ce jeu de s'accaparer effectivement de ces conseils potentiellement qu'on peut les donner, parce que nous avons l'opportunité, comme toi et moi, de voir ce que d'autres ne voient pas à l'échelle locale. Tout à fait. Voilà. Pouvoir parcourir le monde et voir ce que d'autres font nous donne une avancée par rapport aux autres. Et oui, c'est clair qu'on peut apporter beaucoup dans cette optique-là. On peut apporter beaucoup dans cette optique-là. Mais bon. Et qu'est-ce que tu penses que vont être les cultures d'avenir en Afrique? Les cultures d'avenir? Ben, les cultures d'avenir, il y a d'abord les cultures pour asseoir les besoins d'autosuffisance alimentaire. On va parler du manioc, par exemple, dans les zones où le manioc est cultivé. On va parler du sorgho comme une alternative au maïs, parce que les gens sont gourmands au maïs, mais le sorgho est la meilleure plante qui donne le meilleur riposte au changement climatique. Et puis d'autres cultures de consommation quotidienne, les arachides, nanana. Les cultures, c'est bien, mais c'est les techniques les plus importantes. Mais en termes de culture industrielle, ou bien voilà, de rente, je pense qu'il faut penser à des cultures comme la canne à sucre, effectivement, qui sont multifonctionnelles, c'est-à-dire que non seulement on produit du sucre, on peut produire de l'éthanol qui va fournir comme biocarburant de l'énergie, et aussi produire aussi de l'électricité. Et comme tu dois peut-être le savoir, l'Afrique aujourd'hui ne produit que 5% de la production mondiale de la canne à sucre. Tous les pays africains quasiment importent du sucre. C'est très important, c'est un aliment de base. Et les deux gros pays producteurs de sucre qui sont dans l'Inde, le Brésil en premier et l'Inde en deuxième, sont aujourd'hui en train de vouloir transformer les sucres beaucoup plus en fuel, en énergie. Donc il n'y aura pas beaucoup de sucre disponible pour la consommation. Donc il est primordial que les pays africains s'y mettent dans la production effectivement de la canne à sucre qui est, comme je disais tout à l'heure, multidimensionnelle, multifonctionnelle. Il y a ça, il y a des cultures comme le cacao. Comme tu sais, on visite les usines de cacao, on connaît la pression qu'il y a à ces usines-là. Ça, c'est une culture où, d'ici 5 ans, la tonne va coûter $20 000 minimum. Voilà les cultures d'avenir. Bref, il y a toute une panoplie. Et comme tu sais, nous sommes tous disposés à donner gratuitement notre savoir-faire s'il y a besoin. S'il y a besoin. Ok. Allez. Je pense que c'est bon. Très bon. Allez, on y va.